L'or, ce métal précieux, ne laisse pas indifférent, quelles que soient les cultures et civilisations, mais pour quelle raison? Du marché de l'or à l'industrie, de la joaillerie à la médecine, l'or est partout jusqu'à devenir une valeur refuge en temps de crise. Alors découvrons avec Philippe Narassiguin cette fabuleuse histoire économique de l'or et des besoins humains, dès à présent dans ce nouvel épisode des questions économiques contemporaines. Et nous sommes heureux de retrouver donc Philippe Narassiguin pour un nouvel épisode consacré à l'or, aux aspects passionnels, industriels, monétaires et financiers. Donc une émission qui va s'avérer certainement très passionnante. N'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas que si vous aimez nos programmes, vous pouvez mettre un petit pouce et activer la clé de notification. Cela vous permettra de suivre la sortie de nos émissions en temps réel. Alors Philippe Narassiguin, bonjour. Bonjour Christophe Porlier. Alors très heureux de vous retrouver pour cette émission, alors qui effectivement, alors pour le coup l'or, c'est un sujet ô combien important, on le voit, les civilisations depuis des millénaires utilisent l'or pour les échanges financiers. Alors au fond, Philippe Narassiguin, vous êtes un spécialiste de la monnaie, mais vous êtes aussi un spécialiste de l'économie monétaire internationale. Alors en quoi l'or a structuré finalement ces échanges internationaux ? Vous savez, quand j'ai fait le webinaire, quand j'ai construit ces deux séminaires, et d'ailleurs c'est le slide qui apparaît, c'est le titre qui apparaît, j'ai réfléchi et je me suis dit, au fond, l'or structure nos vies, nos échanges, l'or structure aussi les systèmes monétaires nationaux, internationaux, et puis il y a d'autres aspects qu'on connaît moins, comme par exemple les aspects industriels. Et je me suis dit qu'il fallait donner à l'or un maximum de visibilité parce que, justement, l'or inclut tous ces aspects en réalité. Et effectivement, depuis des milliers d'années, 6, peut-être 7000 ans, 6000 ans en tout cas, l'or est au centre des passions humaines. Rappelez-vous même les temps plus modernes, la ruée vers l'or, quand on découvre des mines d'or en Amérique du Sud, puis aux États-Unis, donc les chercheurs d'or, en Californie, etc., les chercheurs d'or, les alchimistes qui voulaient transformer le plomb, par exemple, en or, ou d'autres matériaux en or. Et donc, l'or a toujours passionné les individus dans la mesure où c'est un métal précieux. Ça veut dire quoi, un métal précieux? Ça veut dire qu'il ne s'altère pas dans le temps. Sa valeur est inaltérable. Si vous prenez, vous avez un lingot d'or aujourd'hui, ce sera le même lingot que vous allez retrouver dans 2000 ans. Extraordinaire. C'est ça en fait qui est extraordinaire. C'est pour ça qu'il a cette valeur. Il a cette valeur et dès le départ, étant au centre des passions humaines, les temples religieux, l'Égypte ancienne ou dans d'autres civilisations ont intégré l'or dans ces sites religieux, si je puis dire. Et puis l'or a été aussi utilisé dans l'industrie, comme matière première industrielle, pour les applications industrielles, dans les applications industrielles. Donc voilà différents aspects. Mais l'or a également joué un rôle d'actif financier, et on le sait depuis déjà plusieurs siècles, l'or est un objet de spéculation, fait l'objet aussi de spéculation. Dans cette première partie, nous allons bien sûr analyser le marché de l'or et les besoins humains. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette problématique? Besoins humains, pour pouvoir avoir de l'or, il faut extraire de l'or. Il faut avoir des mines aurifères. Et c'est vrai que le cours de l'or, parce qu'on parle beaucoup du cours de l'or, ce cours dépend de la loi de l'offre et de la demande. Et son prix de revient est fonction de la production minière. Plus les coûts de production sont élevés, plus son prix moyen, bien sûr, sera élevé, important. Et l'extraction peut être soit facile, soit difficile. Cela dépend des zones, des pays. Dans les pays, vous avez aussi des mines d'or où on peut extraire facilement de l'or, et puis dans le même pays, des mines d'or où l'or s'extrait beaucoup plus difficilement. Si l'on regarde actuellement les grands producteurs d'or, vous avez la Chine. J'ai pris la production 2020 et la production estimée 2021. Vous avez l'Australie, la Russie, le Canada,
le Ghana, le Mexique, l'Ouzbékistan, l'Indonésie, l'Afrique du Sud. Et au total, il y a une production mondiale d'or de 3000 tonnes environ. Selon les années, ça tourne autour de 3000 tonnes. C'est assez peu d'ailleurs. C'est assez peu vu justement l'utilisation massive qui en est faite, mais il faut très peu d'or finalement dans un bijou, il faut très peu d'or pour donner de la valeur à ce bijou. Vous savez, on dit toujours 18 carats ou plus ou moins, donc si vous voulez, c'est toujours pareil, c'est l'or, il vient apporter de la valeur à quelque chose qui n'a pas de valeur. Et au fond, ce sont nous, les êtres humains, qui ont donné à l'or cette valeur-là. Parce que, étant rare, il a été au centre de passions humaines, il pouvait se transmettre de génération en génération. Tous les Français avaient des pièces en or, par exemple, qu'ils transmettaient à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Ça restait dans le patrimoine familial, mais aussi... Voilà. Et c'était aussi un moyen de faire face à des crises qui pouvaient se passer quand on avait une crise économique, par exemple. Donc on pouvait avoir de l'or pour convertir cet or, pour pouvoir payer, pour pouvoir convertir en monnaie. Et ça, c'était vraiment très important. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que cette production d'or, néanmoins, elle est concentrée dans 3 pays essentiellement, la Chine, l'Australie et la Russie, qui constituent un peu plus du tiers de la production annuelle d'or. Donc on peut dire que c'est un oligopole, que le marché de l'or finalement est assez concentré. Et ce qui signifie pour les économistes, bien sûr, qu'une baisse de la production dans ces 3 pays va faire automatiquement monter le cours de l'or. Voilà la petite conclusion simple qu'on peut avoir. Donc on a un marché, donc l'offre et la demande. Alors si on parle d'offre d'or et de demande, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de la demande? Donc là on a vu l'offre, et puis le marché de la demande, effectivement, le marché de la demande il est extrêmement diversifié, parce que quand on pose à quelqu'un la question, lui il va dire tout de suite joaillerie, les bijoux. On pense aux bijoux tout de suite, hein, c'est vrai que... Voilà, donc en réalité, si on prend les statistiques de la Banque de France, la joaillerie c'est 37,5% du marché mondial, les placements, les pièces, les lingots, les médailles en or, c'est 47,5%, c'est ce qu'on appelle justement, quand on veut acheter un lingot d'or, des pièces d'or, ça correspond à c'est une valeur patrimoniale en réalité, c'est un placement. Parce que l'or lui-même, le cours de l'or est très volatile, y compris les lingots, les pièces de monnaie, c'est très volatile. Si vous prenez l'or sur 50 ans, vous allez voir une extrême volatilité du cours de l'or. Et puis, pourquoi il revient en force 10 ans après? Parce que tout d'un coup, les gens prennent cela comme un actif financier, une valeur refuge, donc se précipitent pour en acheter, parce que ces personnes craignent les crises, tout simplement. On va revenir sur cette question ultérieurement de la valeur refuge. L'industrie électronique, effectivement, les soins dentaires, la décoration, et, donc tout ce qui est l'industrie, 8%. Et puis les banques centrales, il ne faut pas oublier que les banques centrales sont au centre aussi du marché de l'or, pour différentes raisons, 7% actuellement. Alors, la joaillerie, quand même 37,5%, ce qui est quand même considérable. Oui, parce que, évidemment, dans le monde entier, les gens achètent des bijoux. C'est vraiment un phénomène mondial. Et ce que je disais, c'est que l'or joue le rôle de produit fort, même dans un petit bijou, dans un bijou très simple, même si on a un peu d'or, tout de suite la valeur augmente. Voilà. Et au final, d'un point de vue passionnel, quelqu'un qui investit, qui va faire un cadeau, qui va offrir un bijou à son épouse, par exemple, il fait aussi un placement financier d'une certaine façon. Au-delà du fait que ça, la valeur reste dans le temps. D'ailleurs, les bijoux ont joué le rôle aussi de système anti-crise, parce qu'à un moment donné, quand les familles sont ruinées, je prends un exemple Ils vendent des bijoux de famille. On vend les bijoux de famille. C'est exactement, ça me fait penser, votre question me fait penser à ça justement. Voilà, on vend les bijoux de famille. Vraiment, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein, les familles nobles qui sont tout d'un coup ont été ruinées dans les révolutions notamment, quelles que soient les révolutions, il restait quand même ces bijoux qu'on vendait pour se refaire une santé ou pour survivre, tout simplement pendant un certain temps. Voilà. Alors, donc on a vu la joaillerie, qui est quand même, et on l'a vu aussi dans tout ce qui touche aux objets religieux. Là, aussi les objets religieux, dans tous les sites religieux du monde, vous avez de l'or, vous avez des temples, des églises, enfin, tous les sites religieux du monde. D'ailleurs, c'est très utilisé aussi dans toutes les civilisations, tout à fait. Et toutes les cultures et religions, même du passé. Voilà, embellir les tenues vestimentaires, l'ordre de fête, en portant des colliers, des bijoux, des bagues par exemple. Et n'oublions jamais que l'or en lui-même, finalement,
n'a pas de valeur. C'est la valeur que nous êtres lui humains, accordons. nous allons lui donner, nous lui avons donné, nous lui donnons toujours à travers nos passions finalement. Donc, premièrement, et c'est donc là, uniquement par la suite, il faut bien le dire, que l'or est devenu extrêmement utile à l'industrie, intégré à des processus industriels. Par exemple, il y a beaucoup d'objets qui contiennent de l'or, comme les connecteurs, les commutateurs, les contacts relais, les joints soudés, les fils de connexion, les calculatrices, les systèmes de positionnement global, ce qu'on appelle nous les GPS, les téléviseurs, les ordinateurs de bureau. Donc, vous voyez que l'or, par la suite, a été intégré totalement à l'industrie parce que les chercheurs, bien sûr, c'est l'époque moderne, on va dire. L'époque moderne, les chercheurs se sont dit, mais oui, mais l'or, ça sert pas seulement à ce qu'on en faisait il y a 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, 6000 ans, mais ça va servir aussi à beaucoup de choses, et ce sont les découvertes qui ont permis d'utiliser l'or dans tous les objets qu'on a finalement. D'autant que c'est lié au progrès, effectivement, et aux semi-conducteurs, les semi-conducteurs, résistance à la corrosion, bonne conductivité thermique, etc., électrique thermique, facilité d'emploi. Donc vous voyez que là, par exemple, concrètement, on estime qu'entre 200 et 300 tonnes d'or sont utilisées par an, bien sûr, par l'industrie électronique. Donc c'est assez considérable. Enfin, oui, alors à la fois considérable et pas beaucoup. Oui, parce qu'il faut toujours des petites quantités d'or pour pouvoir faire que le produit soit ce produit qu'on veut finalement. La maîtrise des technologies. C'est la maîtrise des technologies qui permet de travailler sur des couches minces. Tout à fait, c'est les semi-conducteurs, etc. Bon, connectique. Bon. Donc là encore, on retrouve cette puissance de l'or. Avec une petite quantité d'or, on peut faire beaucoup de choses au fond. C'est ce qui explique finalement des quantités en tonnes assez faibles finalement, parce que là on parle de l'industrie mondiale, hein. C'est pas de l'industrie. Voilà, d'accord. Alors ça c'est effectivement sur cette partie industrielle. Dans le domaine médical, alors du coup. Alors dans le domaine médical, effectivement, là les dentistes l'ont utilisé pendant très longtemps. Il a été vraiment, je dirais, plébiscité, et puis jusqu'à la fin des années 70, avant d'être remplacé par des matériaux de substitution, mais par la suite, il a été mis en cause. Ces matériaux, ont été mis en cause par les praticiens qui préfèrent finalement revenir à l'or. Et ce qui est intéressant, c'est que l'or est devenu un élément incontournable aussi pour les connecteurs des pacemakers, les implants pour l'oreille interne, plaques de protection des artères, etc. Donc, pourquoi? Parce qu'il est non toxique. Donc, c'est encore une autre qualité de l'or. Oui, c'est d'être non toxique. Inoxydable, non toxique. Inoxydable, voilà. Jusqu'à présent, nous avions la qualité d'inaltérable. Et puis, on peut ajouter d'autres qualités, inoxydables et, bien sûr, non toxiques. Et ça, c'est très important au niveau médical. Donc il serait utilisé aussi, alors en tant que, alors vous le précisez, en tant que dans les nanotechnologies, aujourd'hui on est capable d'utiliser ces propriétés aussi dans les nanotechnologies. Tout à fait, donc vous avez des rapports, par exemple le CNRS a fait un rapport il y a quelques années, où il établit toute une liste de domaines où son utilisation donc, existe déjà, et il serait possible, selon le CNRS, de cibler les cellules cancéreuses en greffant des molécules tueuses sur des nanoparticules d'or. Ça aussi c'est des applications, ce sera une des applications possibles de l'or si on en croit ce rapport. Voilà. Alors vous qui êtes un fanat de l'innovation et du progrès oui. Technologique dans l'économie, on le voit, il y a un lien direct entre la connaissance technique et technologique et la capacité à utiliser ce matériau en particulier dans des applications qu'on n'aurait même pas imaginées il y a encore 2 décennies, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Il y a encore 2 décennies, on n'aurait pas imaginé toutes les applications à base d'or. À base d'or, et qu'on retrouve là dans les nanoparticules, c'est vrai que du coup c'est absolument époustouflant. Voilà. Alors là, donc on a fait un panorama, donc l'or effectivement, donc aspect passionnel, industriel. Les aspects monétaires, qu'est-ce qu'on peut en dire Alors ça, on le verra effectivement dans la partie 2 de façon détaillée. On va ici insister sur 2 aspects, la valeur refuge et l'objet de spéculation. Donc ça, c'est un aspect effectivement très important. N'oubliez pas que l'or a toujours été un actif, on parlait de bijoux de famille, une valeur refuge en quelque sorte. Une valeur refuge, c'est quoi? C'est qu'on se dit que si tout s'écroule, il restera quand même de l'or qu'on pourra vendre sur le marché
pour faire face aux difficultés de la vie. C'est ça en fait que ça veut Oui, c'est dire. ça, c'était à la fois une valeur d'échange, c'était un objet d'échange, Voilà. Et en même temps, c'est une valeur refuge, Alors, une valeur de si on de regarde réserve. effectivement l'aspect financier de l'or, l'or a eu, là encore, il y a eu un certain regain depuis quelques années, notamment depuis une cinquantaine d'années, c'est l'or papier, l'investissement sous forme d'or papier. Par exemple, je crois qu'on a fait une émission là-dessus sur les placements financiers. J'avais dit d'ailleurs dans cette émission que dans une assurance vie, à partir d'un certain montant, si vous avez par exemple plus de 100 000 ou 200 000 euros, vous pouvez intégrer des produits à base d'or, de l'or papier, et qui suit le cours de l'or. Ce qui veut dire que si effectivement le cours explose, comme ça a été le cas depuis 2018, à ce moment-là, votre plus-value sera relativement considérable. Là, j'ai donné une idée, par exemple, le kilo d'or passe de 34 589 euros du 1er novembre 2018 à plus de 55 000 euros au 28 février 2023, donc une progression de pratiquement 60%. Et l'accroissement en valeur absolue, c'est 20 500 et quelques euros, c'est 547 euros. Donc vous voyez, c'est considérable. Tout simplement parce que là, l'or papier, parce que l'or papier, quand on dit papier, mais c'est gagé sur l'or, bien sûr. Oui, alors c'est la question que je voulais vous poser. Vous pouvez le convertir, enfin, évidemment. C'est-à-dire, c'est effectivement, j'ai quelqu'un qui aurait 200 000 euros, supposons 200 000 euros, ce qui est déjà une somme rondelette à investir, en disant en placement financier. Qu'est-ce qui lui garantit, en achetant de l'or papier intégré dans une assurance vie, que ça aura effectivement dans le temps la même durabilité que d'acheter des lingots, par exemple? Ah non, c'est pas le même principe. L'or papier, c'est vraiment indexé sur le cours de l'or. C'est un titre. Mais le lingot aussi. Oui, mais le lingot, vous pouvez le conserver toute votre vie. Le titre, il se déprécie ou il s'apprécie en fonction du cours de l'or, mais le lingot n'a pas la même, comme je disais, c'est une valeur patrimoniale, on va dire, au sens c'est du plus long terme, vous voulez dire, d'une transmission intergénérationnelle, voilà, entre les générations. D'accord. Moi, ma grand-mère, par exemple, avait des pièces d'or, ou mon arrière-grand-mère, tout le monde avait un peu d'or. Donc, c'est vrai qu'il fut une époque. Transmettait cet or-là aux enfants, petits-enfants, aux arrière-petits-enfants, peu importe. Et c'est tout à fait différent. Tandis que quand vous avez de l'or papier, c'est pour spéculer, c'est pour dire, moi, j'investis 10 000 euros là, et ce serait bien que dans 4 ans ou 5 ans, j'ai 25 ou 30 000 euros, par exemple. Vous voulez dire que l'or physique, ça ne se vend pas aussi facilement? Enfin, c'est très cher. L'or papier, vous pouvez l'intégrer dans un fonds. Oui, c'est-à-dire qu'on peut en prendre que 2 3 000 euros, par exemple. Voilà, vous pouvez prendre 10 000 euros. Regardez, si dans l'or papier, vous prenez 20 000 euros, déjà, le lingot d'or, lui, si vous l'achetez un lingot, c'est 55 000 euros aujourd'hui, plus de 55 000 euros aujourd'hui. Donc, si vous voulez, ce n'est pas la même optique. Alors, donc là, on est à une progression extrêmement extraordinaire. Vous précisez 59,4% de progression de la valeur de l'or. Et regardez la valeur absolue aussi. Oui, sur une valeur très courte, en valeur absolue, plus de 20 000 euros. C'est considérable. C'est considérable. C'est considérable. Mais parce que pour une raison simple, c'est que les agences économiques des pays émergents en achètent beaucoup, les importateurs en achètent beaucoup. Le marché de l'or a explosé parce qu'il y a de plus en plus de consommateurs de classe moyenne dans les pays émergents, mais aussi, on le verra par la suite, parce que les banques centrales interviennent de plus en plus sur le marché de l'or. Donc, vous voyez que... Alors, pour vous, Philippe Narassiguin, en tant qu'économiste, expert, on vient de traverser des crises multiples, une pandémie. Aujourd'hui, on a une guerre en Europe donc, qui bat son plein. On voit qu'effectivement, ça a des incidences considérables sur les valeurs, justement, sur la valeur refuge. Or, est-ce que ça aurait été prévisible? C'est-à-dire que, est-ce que finalement, quelqu'un qui serait féru de géopolitique et d'économie aurait pu prévoir qu'effectivement, on aurait une progression en valeur absolue sur un lingot de 20 000 euros en l'espace de 4 ans? Oui, enfin, d'abord, il ne faut pas oublier une chose, c'est que ce conflit en Ukraine date de 2022. Donc la progression massive a lieu depuis 2018 pour les raisons que j'ai évoquées, c'est-à-dire émergence des classes moyennes, consommation d'or de plus en plus importante à travers les bijoux, par exemple. Donc un marché de l'or qui se tend, selon la loi de l'offre et de la demande. Donc, si vous voulez, tout ça, ça intervient quand même avant 2022. Sauf qu'après 2022, ou à partir de 2022 plus exactement, on va voir qu'il y a quelque chose de nouveau à partir de 2022. C'est l'intervention des banques centrales sur le marché de l'or qui va propulser le cours de l'or. Mais entre 2018 et 2022, début 2022,
la progression est massive, pour les raisons que j'ai dites. Voilà. Alors, c'est vrai, Philippe Narassiguin, pour le coup, là, c'est quand même intéressant. Ces banques centrales, puisque finalement, on l'a vu, les aspects financiers, mais les banques centrales, du coup, investissent massivement dans les achats d'or. Alors, juste avant de voir les banques centrales, c'est ce que je voulais dire. La valeur refuge, c'est quoi? C'est, par exemple, si on prend le slide qui est là, les personnes vont bien comprendre. L'or est une valeur refuge parce qu'on n'attend pas un revenu de l'or. Quand vous achetez des obligations ou des actions, vous attendez des actions ou des obligations, soit que l'action s'apprécie ou que l'action donne des dividendes, donc là c'est le revenu. L'appréciation de l'action, c'est la plus-value, et l'obligation sont des revenus, c'est des intérêts que vous percevez. Vous voyez que l'or en lui-même ne génère pas de revenus. Il n'y a pas de dividende, il n'y a pas de plus-value, il n'y a pas de revenus d'intérêt comme pour les obligations, donc effectivement c'est une valeur refuge. On stocke pour qu'on puisse affronter des périodes difficiles, voilà, c'est tout simplement ça. Mais valeur refuge, ça veut dire que dans l'histoire de l'humanité, la valeur de l'or, de façon lissée, hein, pas avec les variations, si on fait le lissage évidemment de la progression, il y a toujours eu une évolution constante du prix à la hausse? Ah non, c'est justement, c'est là où on se trompe. C'est que le marché de l'or est très volatile. Il y a eu des périodes vraiment où... Non, mais sur une très longue durée. Ça dépend ce que vous appelez très longue durée. Mais si on prend les 50 dernières années, la volatilité est forte. Vous avez des périodes de baisse, vous avez des périodes de hausse. J'aurais dit plutôt sur 300 ans. 300 ans, là on n'a pas les statistiques. On n'a pas les statistiques, c'est compliqué. Mais regardez par exemple, durant la crise des subprimes et des dettes publiques, là vous avez des agents économiques qui se disent, voilà, le système bancaire va s'effondrer, etc. Donc, on va acheter de l'or. Et il y a des chiffres précis, entre janvier 2008 et août 2012, la valeur de l'or progresse de plus de 100%. Vous voyez, là, c'est un phénomène de panique, de peur. C'est une valeur refuge, mais c'est aussi un actif de spéculation. C'est un actif de spéculation, c'est ce que je dis. Là, effectivement, on prend, et puis il y a des gens, vous savez, dans les attitudes des acheteurs d'or, il y a les personnes qui sont vraiment des spéculateurs, et puis des gens qui sont bons pères de famille, qui se disent, ah, le système va s'écrouler, donc on prend un peu d'or. Voilà. Il y a deux attitudes, en fait, si on voulait résumer. Mais on a quand même des spéculateurs sur l'or, comme sur d'autres... Bien sûr, bien sûr. D'accord. Alors, pour les banques centrales, là, effectivement, c'est une valeur refuge. Moi, j'ai mis le titre « Valeur refuge dans des temps incertains » parce que, effectivement, on le verra dans la deuxième partie, l'or a été au centre des systèmes bancaires nationaux et du système d'échanges internationaux, d'accord, des relations internationales, commerciales internationales. Et pour des raisons différentes, l'or a toujours intéressé les banques centrales. Bien sûr, ce sont les banques centrales qui êtes-mêmes, on va le voir par la suite, qui ont procédé à la démonétisation de l'or. Mais regardez, l'attitude des banques centrales, c'est un petit peu ce qui se passe chez les ménages, les êtres humains normaux, si vous voulez, qui n'ont pas qui ne gèrent pas des grandes institutions comme les banques centrales. Là, en 2022, pour répondre à votre question, près du quart des achats d'or a été réalisé par les banques centrales, et ce qui a en plus stimulé le cours de l'or. Et ça, effectivement, cela est à mettre en relation avec le conflit ukrainien. Pourquoi? Parce que les États-Unis ont donné un signal, qui s'est révélé par la suite être un boomerang, quoi. Bon. Au fond, les États-Unis, jusqu'à présent, avaient pris le dollar comme une arme de guerre. C'est-à-dire, au fond, une transaction faite en dollars entre deux pays, ce pays peut être sanctionné. Si vous faites une transaction avec un pays qui est sanctionné par les États-Unis, qui tombe sous le coup des sanctions américaines, adoptées en général par les Européens. Bon. Et le problème, c'est que là, ce scénario n'a pas marché. Marche de plus en plus difficilement, dans la mesure où, en visant la Russie, les autres pays se sont dit, demain, c'est peut-être nous. En gelant les avoirs russes en dollars. Hein. C'est ça, en fait, la décision américaine. Je rappelle, excusez-moi, je n'ai pas rappelé cette décision américaine, de geler les avoirs russes en dollars. Au départ, on disait 600 milliards de dollars. Maintenant, on dit 33 milliards. Enfin, peu importe le chiffre. En tout cas, il y a eu un gel des avoirs
en dollars des avoirs russes. Bon. Et donc les banques centrales se sont précipitées pour acheter de l'or. Et c'est vrai que là, si on regarde le chiffre, 4741 tonnes achetées sur le marché mondial, ben, les banques centrales ont acquis 1136 tonnes, 24%. Et certains pays n'ont toujours pas communiqué au Fonds monétaire international le achat d'or. Alors justement, ça c'est une question que je voulais vous poser. Finalement, parce qu'aujourd'hui, à l'ère du numérique, en plus, on a une traçabilité de tous les échanges financiers. L'or en tant que tel, l'or ça se fond. L'or ça peut se retravailler. C'est un métal précieux qui finalement a moins de traçabilité que dans les échanges, on va dire, en tant que placement financier, que d'autres valeurs. Si, il y a de la traçabilité. Demain, vous découvrez de l'or chez vous, vous êtes obligé d'aller le déclarer. Supposons par exemple que demain j'arrive dans une banque en Europe avec 2 lingots. Est-ce qu'on me demande la source? Oui, bien sûr. Si je dis que ça vient de ma grand-mère? Il y a une traçabilité, tout à fait. Par exemple? Il y a une traçabilité. On va vous demander si ça vient de votre grand-mère ou pas, en fait. Voilà. Il faudra qu'on prouve que la grand-mère avait bien les certificats, et puis, une source écrite, et avec un cachet de l'État qui prouve bien la provenance de l'or, si vous voulez. Voilà. Bon, donc, ça, c'est vraiment... Alors, revenons à ça. Non, parce que du coup, pourquoi est-ce que alors les pays ne déclarent pas au Fonds monétaire international? Bon, il y a une obligation de déclarer. Il y a une obligation, mais le problème, c'est parce que le Fonds monétaire international, si vous voulez, a toujours été au centre du système monétaire international, on le verra après par la suite, d'accord. Qui était dominé en partie par l'or. Alors, revenons à cette affaire de diversification, finalement, des avoirs des banques centrales en or. Donc maintenant, effectivement, on voit que d'autres monnaies sont utilisées dans le commerce mondial. Le yuan, la monnaie des Émirats arabes unis ou d'autres monnaies sont de plus en plus utilisées dans le commerce mondial, et notamment bilatérales avec la Russie, mais pas que. Bon. Et je prends un exemple, l'Arabie saoudite admet que les Chinois paient, la Chine paie les achats de pétrole en yuan. D'accord? Alors, cet aspect participe modestement, en quelque sorte, à la dédollarisation du monde. Mais encore une fois, je suis prudent, cette dédollarisation, parce que ça, il faut une émission spéciale, cette dédollarisation, c'est pas pour demain, à mon avis. Oui, en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut expliquer dans ce qu'on voit sur les réseaux sociaux en disant tout de suite « Ah, il y a dédollarisation ». C'est un peu plus compliqué. Disons que les pays n'ont plus peur. Les pays se disent puisque vous avez sanctionné la Russie, demain, ça peut être nous. Si vous avez gelé les avoirs en dollars de la Russie, demain, ça peut être nous. Donc, on va se diversifier. D'autant plus que les systèmes productifs des grands pays sont importants. C'est-à-dire, si vous voulez, en gros, en 1950, le système productif était concentré à plus de 60% entre l'Europe et les États-Unis. Aujourd'hui, le système productif mondial, il bascule sur l'Asie. Et donc, comme ces pays ont des monnaies qui sont quand même adossées à des systèmes productifs puissants, les agents économiques prennent confiance. En se disant, finalement, payer mes marchandises dans la monnaie russe ou chinoise ou indienne ou des Émirats arabes unis ou de l'Arabie saoudite, etc., ce n'est pas un problème parce que de toute façon, même si les systèmes productifs ne sont pas les mêmes, bien sûr. Si on prend la Chine et l'Inde, c'est des systèmes productifs complets, au sens agricole, artisanal, industriel, informatique, nucléaire, automobile, enfin c'est des systèmes productifs extrêmement diversifiés. Ce sont des systèmes productifs extrêmement diversifiés. Si on prend l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, c'est une monnaie indexée sur l'énergie, notamment le gaz naturel et le pétrole. Mais néanmoins, il y a un mouvement, il y a une accélération de ces paiements avec le conflit ukrainien. On va payer le pétrole russe en yuan pour les Chinois, en roupies peut-être pour les Indiens, etc. En yuan au Brésil, les Saoudiens, etc. Bon. Et là, le président du Brésil dit effectivement que lui aussi, il est prêt à accepter le yuan ou d'autres monnaies, parce qu'il est dans les BRICS quand même. Oui, donc, ces pays se sont organisés, en fait. La question le système de frappe n'est plus le même, la force de frappe n'est plus la même. Donc, si vous voulez, il y a une conjonction qui fait que
ces sanctions tombent au mauvais moment finalement pour le monde occidental, en gros, si on veut schématiser. C'est finalement un retour de bâton par rapport à ces sanctions qui ont peut-être été excessives à certains moments sur un système qui est basé sur le dollar. Et donc, les pays qui sont devenus des géants économiques ont souhaité sortir de ce système pour ne plus risquer effectivement Pour le coup, le signal donné était tellement négatif et de notre côté, ces pays avaient des systèmes productifs importants. Donc ne pas avoir de dollars, finalement, ce n'est pas un problème, parce qu'on peut acheter tout ce qu'on veut dans, disons, on va dire, pour schématiser, la zone Indo-Pacifique. Philippe Narassiga, est-ce qu'on peut parler de souveraineté économique derrière ça? Souveraineté économique, pour ces pays, Oui, parce que pour ces pays, évidemment, plus vous avez une diversification de votre base industrielle, agricole, agroalimentaire, en termes de semi-conducteurs, de nouvelles technologies, informatiques, etc., plus évidemment votre autonomie est forte. On est toujours interdépendant, mais une autonomie extrêmement forte. Il y a des degrés d'autonomie. Eux, ce sont des géants économiques, c'est pas pareil. Effectivement, donc ces pays-là, on se sont dit, au fond, nous n'avons plus besoin de dollars, parce que pour acheter des nouveaux équipements, pour pouvoir acheter de la technologie, pour pouvoir acheter des matières premières, y compris de l'agroalimentaire, nous n'avons plus besoin de dollars. Les transactions, les systèmes productifs, on va dire, euro-américains, étant la base industrielle étant de plus en plus petite, ces pays se disent il n'y a plus besoin de dollars américains. Donc c'est tombé au mauvais moment pour... là, je parle en termes de sanctions américaines, c'est tombé au mauvais moment. Ce qui fait qu'on peut avoir une dédollarisation progressive, mais on peut aussi avoir une dédollarisation accélérée sur 10 ans ou sur 15 ans. Voilà. Alors, si on remet en perspective la question de l'or, là vous avez un tableau qui est très très intéressant qui présente les réserves d'or des banques centrales. Donc en milliers de tonnes, donc on voit les chiffres. Moi, je suis toujours un petit peu stupéfait par finalement les faibles quantités à l'échelle mondiale d'or disponible. Logiquement, les banques centrales n'auraient pas besoin d'or en règle générale, parce qu'ils ont toujours dit nous avons démonétisé l'or, donc ce n'est plus une valeur importante pour nous. Mais en réalité, le jeu des banques centrales est différent de ce qui est annoncé, dans la mesure où, effectivement, on va le voir dans la deuxième partie, l'or a été démonétisé tant sur le plan interne, au niveau des systèmes bancaires nationaux, que dans les relations commerciales internationales. Donc, mais ça, attendons la deuxième partie. Ça, c'est donc, effectivement, écoutez, c'est une bonne transition pour conclure cette première partie d'émission, et donc une bonne annonce pour la deuxième émission. Merci beaucoup pour toutes ces informations extrêmement passionnantes, et n'hésitez pas, effectivement, à aller voir aussi les cours d'économie monétaire, tout ce dont vous avez pu parler aussi dans votre MOOC, et les cours qui sont disponibles sur le portail de l'Université numérique de La Réunion. Et puis rendez-vous donc pour la deuxième partie, où nous traiterons donc des systèmes monétaires nationaux et internationaux au regard de l'or.